C'est un plaisir pour moi de modérer ce panel, mais disons à une heure difficile parce qu'il est 13h35. Et voilà, donc on dit souvent à chaque temps sa chose et à chaque chose son temps. À cette heure, on devrait être certainement au déjeuner, mais nous allons encore continuer de nourrir l'esprit avec des débats, avec des interventions, avant certainement de passer au déjeuner. Ce qui nous amènerait aussi à essayer d'être un peu plus strict sur le temps. Alors sur le temps, parce que on a encore des activités l'après-midi et c'est extrêmement important de pouvoir réduire le temps. Je me réjouis des panélistes qui sont là parce que tout à l'heure, je regardais avec mon ami Flaubert, j'ai dit, mais il n'y a que des femmes panélistes. Même si nous parlons de l'autonomisation des femmes, si tout est concentré sur les femmes, ça veut dire que finalement, on cherchera à faire l'autonomisation des hommes, à la fin de la journée. Mais bon, voilà, donc là, nous avons l'exercice d'avoir deux hommes et une dame pour parler de la problématique de placer les femmes au cœur des politiques et stratégies de transition verte en Afrique de l'Ouest. Je suis professeur Auré Alban, professeur titulaire des sciences économiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et je suis directeur de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, la CAPEC, qui est un think tank de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et en termes d'introduction à mon panel, que je voudrais qu'on puisse tenir en moins d'une heure, si les panélistes y conviennent, à moins d'une heure. Donc, je voudrais simplement dire que tout à l'heure, nous avons eu un panel qui abordait quasiment du même sujet, mais avec des acteurs au niveau décisionnel, au niveau des ministères, des acteurs au premier plan de la politique publique. Et là, nous avons des acteurs dans des ministères, c'est vrai, et nous avons aussi un chercheur, mais nous avons des acteurs qui sont des acteurs de mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, nous voulons comprendre, en ce qui concerne la mise en œuvre, combien de fois, je dirais, les femmes sont impliquées. Et c'est un peu de ça que nous voulons parler et en termes de politique et stratégie de transition verte. Et nous avons comme panéliste, voilà, donc M. Clément qui n'est pas qui n'est pas avec nous, il a été appelé tout à l'heure par la maîtresse de cérémonie, tout simplement parce que selon les informations, son vol a eu... D'accord, merci. Son vol a eu un certain retard qui ne lui a pas permis d'arriver à temps. Donc, il doit être certainement au Sénégal, mais pas encore ici avec nous. Voilà, c'est bien dommage, mais voilà, il pourra intervenir plus tard dans certaines autres sessions, si possible. Mais nous avons donc Madame Gay Diouf, chef de division accompagnement des familles, ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale et de la direction de gestion des programmes de filets sociaux. Voilà, donc Madame Gay est avec nous. Madame Gay, heureux de vous accueillir dans ce panel. Nous avons également Monsieur Thierry Sarr. D'accord. Vous n'avez pas écrit? D'accord, très bien. Donc, Monsieur Thierry Sarr, qui sera un troisième panéliste, ce qui est intéressant, un deuxième panéliste, puisque Monsieur Clément n'est pas là. Et nous avons en ligne Dr Gordon Akonyamga, qui est un chercheur de CSIR STEPRI du Ghana. Il a un PhD en philosophie environnementale et il travaille sur les questions liées notamment à la durabilité. Voilà, donc il a travaillé dans European Commission Horizon 2020 pour le financement de projets. Voilà, et ses recherches portent sur l'innovation transformative, dans les politiques d'innovation transformative, et notamment sur les questions de l'eau. Donc, l'eau, disons les ressources intelligentes en eau, et qui va donc nous entretenir sur ce qui se fait au Ghana en termes d'intégration des femmes, participation des femmes aux politiques d'emploi vert. Dr. Gordon, are you with us? Can you hear me? Dr. Gordon? OK, pas de problème. Je pense qu'on peut commencer avec
la seule dame dans notre panel. Finalement, vous êtes en minorité cette fois-ci, mais pas forcément dans la réflexion. On le verra tout à l'heure. Alors, donc, Madame Diouf, hein, vraiment Madame Diouf, ce qui nous intéresse, c'est un programme de résilience agricole qui est appelé Yuko-Kom, je ne sais pas si je prononcerai bien, hein, Yokokom, c'est ça, Yuko-Kom. Voilà, donc ce programme de résilience agricole et que vous avez certainement l'occasion de, je dirais, de coordonner ou de suivre. Alors, pouvez-vous nous parler de ce programme et comment ce programme prend-il en compte la question de la transition verte, les questions des emplois verts et notamment l'intégration des femmes. Voilà, madame, je voudrais qu'on puisse s'exprimer en 5 minutes pour ce premier round de questions, 5 minutes, et après on a peut-être un deuxième round. On échangera avec les participants en une dizaine de minutes et on pourrait conclure. Ce qui pourrait nous amener à 45 minutes au total, si nécessaire. Merci. Ah, vous avez une présentation de combien de temps? C'est pas grave. D'accord. Donc, allons-y et vous pouvez synthétiser. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. Donc, synthétiser. Mais comme vous avez une présentation, on va vous donner 7 minutes, c'est bon? Allez-y, Madame Diouf. Merci beaucoup, professeur, et bonjour à toutes et à tous. Remercier le CRES de nous avoir associés à cet important colloque sur l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest. Donc, je vais parler du projet Yokomkom, qui est un projet de résilience des ménages bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Il y a une première phase pilote en 2018 qui concernait 15 000 ménages dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack. Après cette phase pilote, on a fait une évaluation d'impact et la Banque mondiale a encore appuyé le gouvernement du Sénégal pour 45 000 ménages que nous sommes en train de dérouler en ce moment sur l'ensemble du territoire national. Et le projet est étendu sur les 14 régions, les 46 départements et 529 communes. Et il y a 1821 quartiers et villages qui sont concernés par ce projet. Et il faut dire que c'est un projet d'autonomisation et au préalable, il y a 4 mesures d'accompagnement de ces ménages. Et au sein du ménage, on identifie le participant, celui qui va exécuter le projet. Donc, les mesures d'accompagnement sont au nombre de 4. Il y a une première mesure qui est la communication sur les aspirations et normes sociales, sur la sensibilisation communautaire, la communication sur le projet. C'est une première mesure. La deuxième mesure, c'est la facilitation des groupes d'épargne, les AVEC, Associations villageoises d'épargne et de crédit. Les ASEC en milieu urbain, c'est des associations communautaires d'épargne et de crédit. Donc, la troisième mesure, c'est sur la formation sur les compétences de vie, l'estime de soi, le rayonnement social, la confiance en soi des ménages. Comme c'est des groupes vulnérables, nous sommes en train de les former sur ces mesures. Il y a une autre mesure qui est la subvention maintenant productive. Après toutes ces formations, toutes ces mesures d'accompagnement, on donne aux ménages, aux participants identifiés dans le ménage, 150 000 francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. Et il y a une autre mesure qui est transversale, c'est le coaching de groupe et coaching individuel. Ces coachings sont faits par des accompagnateurs qui sont formés sur les mesures 3. Il y a aussi des formateurs qu'on avait aussi identifiés au préalable pour former les femmes ou bien les hommes qui sont dans le groupe d'épargne et de crédit. Ce qui est intéressant dans ce processus, on a eu à suivre des indicateurs sur la formation, sur les mesures 1 et 2, 3, 4. Toutes ces mesures ont été, comment dirais-je, il y a eu des indicateurs pour chaque mesure, mais je n'aurai pas le temps de présenter ces indicateurs de suivi. Mais les premiers résultats ont montré
qu'il y a dans les groupes, il y a 74% de femmes qui sont dans les groupes d'épargne et de crédit. L'autre point, c'est par rapport toujours à le nombre d'AVEC créés et d'ASEC sont au nombre de 2573. Et le pourcentage d'AVEC et d'ASEC qui fonctionne est à 70%. Donc, c'est pour dire que le montant épargné, collecté, est de 535 millions qui sont collectés, épargnés par les femmes. Et le crédit accordé est de 406 millions. Donc, c'est pour dire que c'est un projet qui a démarré, qui est en phase d'exécution. Et là, le pilote, peut-être pour rappel, avait concerné le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Et là, dans le pilote, il y avait des groupes contrôle. Donc, il y a eu des résultats intéressants. On a vu que les ménages qui bénéficiaient de ce projet ont leur revenu augmenté de 22% par rapport au groupe contrôle qui n'a pas eu bénéficié de ce projet. Donc, c'est pour dire que le projet Yokomkom, on est en phase et on va faire une mise à l'échelle encore, deuxième mise à l'échelle pour 40 000 ménages. Donc, on aura au total, pour ce projet Yokomkom, au moins 100 000 ménages qui seront concernés, plus de 100 000, parce qu'on a 45 000, 15 000 tout au début. Donc, c'est pour dire que nous sommes en phase d'extension de ce projet. Il y a eu des leçons opérationnelles. Pour chaque opération, pour chaque mesure, il y a eu des limites, des défis et des bonnes pratiques qui ont été identifiées dans le processus. Donc, voilà, en attendant, monsieur le professeur, ce que je peux partager avec vous sur le projet Yokomkom. Merci. Merci, Madame Diouf. C'est vraiment très excellent. Vous avez cette expertise de gestion du temps, parce que vous êtes exactement 5 minutes. Vraiment formidable. Donc, nous avons un peu cerné ce que ce projet représente en termes d'appui aux femmes pour des activités génératrices de revenus, avec le contenu du projet. Nous allons revenir après avec Madame Diouf pour comprendre, puisqu'il y a eu une évaluation, alors quels sont les types de contenus qui apportent plus d'impact sur ces femmes-là, et quelque chose qui pourrait nous intéresser fortement quand on lit dans la littérature, c'est la participation communautaire. Comment cette participation communautaire, justement, permet d'atteindre les objectifs du projet, d'avoir des impacts beaucoup plus importants. Et le coaching également. Donc, vous allez aller un peu plus loin sur les résultats de cette évaluation d'impact qui pourraient nous enrichir. Et aussi, quels sont les emplois verts? Comment ce projet prend en compte la transition verte en termes d'activités génératrices de revenus? Quel est le contenu des activités? Donc voilà, je vous donne le temps. Je fais le tour des autres panélistes et je reviens vers vous sur ces préoccupations-là. Alors, nous avons notre deuxième panéliste en présentiel avant d'aller à notre ami Gordon en ligne. C'est M. Thierno Sarr de la Direction de l'Environnement et des établissements classés, Division des changements climatiques. Alors, M. Sarr, je m'adresse à vous à présent. Pour ce qui vous concerne, puisqu'on parle de l'environnement et des établissements classés, alors qu'est-ce qui est fait de façon très concrète pour justement la préservation de l'environnement, pour la promotion des emplois verts, et la prise en compte des femmes dans cette stratégie, dans ces politiques? Et là, vous êtes au niveau du terrain, de façon très pratique. Qu'est-ce qui se fait? Monsieur Sarr, je vous donne maintenant l'occasion de nous dire un peu plus sur ce que votre direction fait. Merci. Merci, professeur. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Thierno Sarr. Je travaille au niveau de la division changement climatique de la direction de l'environnement et des établissements classés. D'abord, remercier le CRES pour l'opportunité donnée à la direction de l'environnement pour partager ses expériences dans le cadre de la prise en compte des questions de genre sur la lutte contre les changements climatiques. Je vais commencer par dire que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, a réalisé des projets importants dans la prise en compte du genre, notamment dans les politiques climatiques. Ces projets portent d'abord sur le plan national d'adaptation,
le Sénégal, en l'instar des pays signataires de l'accord de Paris, a commencé à élaborer son plan national d'adaptation pour la lutte contre les changements climatiques. Dans le cadre de son PNA, le Sénégal a pris une approche sectorielle. Pour chaque secteur, on élabore son plan d'adaptation. À l'heure actuelle, l'État du Sénégal a élaboré le plan national du secteur de la pêche avec l'appui de l'USAID. Récemment, on a eu un appui du Fonds pour l'environnement mondial pour élaborer les plans nationaux sectoriels du secteur de la santé, de l'agriculture, des inondations et des infrastructures terrestres. Dans le cadre de ce projet qu'on appelle le projet PNAFEM, financé par le FEM, mis en œuvre par la direction de l'environnement, la question genre a été bien prise en compte. Tout d'abord, dans le cadre de ce projet, l'unité de gestion de projet a organisé 2 ateliers de renforcement des capacités des élus genre des ministères sectoriels concernés par le projet, à savoir le ministère de l'Agriculture, le ministère des Inondations, le ministère en charge de l'Agriculture, le ministère en charge des Inondations, le ministre de la Santé et aussi le ministère des Infrastructures terrestres. Aussi, dans le cadre de ce projet, une étude de référence sur le genre et les changements climatiques a été financée par le projet pour vraiment analyser la prise en compte des questions genre dans le document de planification. Il y a aussi des financements de micro-projets vraiment pour appuyer les femmes. 3 micro-projets ont été financés dans le cadre de ce projet, à savoir le projet de renforcement de la résilience des transformatrices des produits halieutiques au niveau de Djogé, aussi avec une subvention de 29 812 millions du projet Dickelgate. Ce projet vise à contribuer au renforcement des capacités des femmes pour l'adaptation au changement climatique au niveau de Djogé. Il y a aussi un autre micro-projet, le projet d'appui à l'adaptation de la résilience agricole de la zone des Bassari au niveau de Salamata avec un montant de 27 382 500 francs. L'objectif de ce projet était d'appuyer la résilience alimentaire des ménages, notamment pour la promotion d'activités génératrices de revenus, dont le maraîchage, les cultures hors saison, ainsi que la diversification des produits alimentaires et l'adaptation du système agricole. Le 3e micro-projet, c'était le projet agriculture et pêche durable au niveau de Mako, avec un montant de 29 millions, avec un montant de 20 67 500. L'objectif de ce projet était aussi de contribuer à la mise en œuvre de la politique environnementale de l'État du Sénégal, en particulier dans la lutte contre la dégradation des forêts et faire face à la résilience des changements climatiques, avec focus pour les femmes. Aussi, dans le cadre aussi du projet PNAFEM, nous avons élaboré un plan d'action national genre-climat. L'objectif de ce plan d'action était de favoriser la prise en compte du genre et du climat dans les politiques et stratégies et plans à tous les niveaux, au niveau national et au niveau local, ainsi que de les documenter, les politiques climatiques à travers l'amélioration de la compréhension du lien entre le genre et le climat, le renforcement des capacités des acteurs sur les questions de genre et de climat, la sensibilisation des décideurs sur la nécessité d'une prise en compte des questions genre et du climat dans les stratégies, plans et programmes politiques, et aussi l'intégration de la question genre dans les budgets des ministères et des cellules genre, et aussi le renforcement de la prise en compte du genre dans les documents de politique climatique. Aussi dans... S'il vous plaît, voilà. Vous êtes en train de nous donner un certain nombre de projets et programmes réalisés. Et il serait peut-être intéressant de nous dire exactement sur le terrain, prenons un projet, quels ont été les résultats
l'implication des femmes. Oui. Vous voyez, donc nous avons les objectifs, nous avons les ressources dégagées, parce que les enjeux ou les défis dans nos pays, c'est de dire nous avons des très bons projets et programmes élaborés avec des ressources, mais finalement le défi de la mise en œuvre et le défi de l'efficacité sur le terrain. Voilà, donc est-ce que vous avez peut-être pour un seul projet, j'ai bien aimé ce plan d'action genre-climat que vous êtes en train de décrire, c'est vrai, mais concrètement, comment ce plan d'action fonctionne et quels sont les résultats s'il y en a, si vous les avez maintenant, vous voyez. Donc déjà, on a cet ensemble de projets et programmes qui indiquent bien l'engagement politique du gouvernement sénégalais pour justement prendre en compte les questions climatiques et l'implication des femmes, c'est clair. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon de terrain? Ok, merci, merci professeur. Bon, concrètement, je peux donner un exemple de projet qu'on a eu à financer au niveau de la zone côtière avec notre division, la division gestion du littoral. Dans le cadre du projet gestion intégrée des zones côtières, nous avons financé un projet pour vraiment appuyer les femmes communautaires à augmenter leurs moyens de subsistance et améliorer leurs revenus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, qui avait comme objectif de renforcer davantage la résilience des femmes face aux impacts climatiques dans leur localité et d'adresser une gestion intégrée de la zone côtière. Dans le cadre de ce projet, nous avons identifié plusieurs communes. Je peux citer les communes comme la commune de Djogé au niveau de Ziguinchor, la commune de Guéréo. Guéréo, c'est au niveau de la Petite Côte. Il y a aussi la zone de Somone et aussi au niveau de Palmarin. À Djogé, on avait sélectionné 48 femmes. Au niveau de Guéréo, 120 femmes. Au niveau de Somone, c'est tout dans la zone côtière, 45 femmes. Et au niveau de Palmarin, 150 femmes. L'objectif vraiment était d'accompagner ces femmes sur comment améliorer leurs moyens de subsistance, leurs revenus dans leurs activités, tout ce qui est maraîchage, pêche durable, tout ce qui est économie de travail de génération de revenus. Vraiment, ça, concrètement, le projet a appuyé plusieurs femmes dans leur moyen d'améliorer leurs moyens de subsistance. Merci, M. Sarr, pour ce cas pratique. Dr. Gordon, are you with us now? I would like to turn to you. Can you hear me? Okay, thank you. So, yes, I'm with you. Okay. I know you are a researcher, and so maybe you have a really good knowledge on what is going on in Ghana concerning green jobs. I mean, about policies and strategies implemented in your country. So we'd like to know better about those things in Ghana, for example, from your perspective, from what you are doing, from your research or results also. What can we learn from Ghana when we talk about green jobs and how far women are involved in the different policies and strategies in Ghana concerning green jobs? Yeah, thank you very much. I hope you can hear me. Initially, I was listening to the translation, and I got the translation in French. I didn't know you were speaking English, so sorry about that, but I think I got the gist of your question. Can you hear me? Yes, but it's not clear for us with sound, so we are trying to improve it. Okay. Pardon me, I wasn't, in fact, I had taken some time off and I'm in my village somewhere with my old people, so the internet connectivity might be poor. So please forgive me if you can hear me. But I will try and speak slowly and hope that you're able to get me.
So in Ghana, to respond to your question, I would like to look at two main areas. One would be to look at the policies and plans that speak to the question, and then also cite about 2 or 3 or 4 specific projects that also speak to respond to the question you want. And so the first one in terms of policy or the plan that I'd like to speak to is the Ghana National Energy Transition Framework developed this year. And the framework outlines a significant shift on Ghana towards clean energy technologies and fuels. And so the idea is that the framework is to create over 1.4 million new jobs opportunities, and due to the introduction of new technologies, such as carbon capture, utilization, and storage. There's talk about developing nuclear power and energy and electric vehicle charging stations and clean cooking stoves, especially. I have been participating in the event since morning up to now. I haven't heard so much about clean cooking stoves, but clean cooking stove is one of the things that in our, the National Energy Transition Framework we are considering to do. So specifically, the transition in the electricity sector is expected to yield a total of 1,367,000 plus jobs, translated to over 4.3 million jobs annually. And that's about 50% of these jobs will be in the construction and installation sectors, with about over 900 indirect and induced jobs. That is approximately 2.9 million jobs per year. And why am I talking about jobs? I'm talking about jobs because in the other policy that I will soon be talking about, you see why? Because that is a national strategy for job creation that seeks to deliberately capitalize on green energy or green economy, to be able to induce job growth. And so if you look at this particular national framework, the impact it will have on women and children, particularly in terms of their health, is immense. And I'll come to talk a bit about the jobs, though. The framework seeks to ensure that with the adoption of the clean cooking stoves and fuels, about 30.05 million hours of women and children will be saved. And we all know how, for example, as I said, I am speaking from my village up north. I'm about 47 kilometers from the Burkina Faso border. I'm very close to Burkina Faso than I am to my own capital city. And the suffering, the drudgery that my old mother and the nephews and nieces around have to look for fuel wood or rely on charcoal that is very expensive to light and to provide energy for cooking alone. And that is very instrumental in terms of saving the, let me use the word advisedly, the woman hours spent on getting cooking fuel alone. And therefore that's instrumental. And therefore with this woman hours saved, this could be diverted into other more economically productive areas, even if it is to protect and save their own health, that will give them other opportunities. And again, the framework acknowledges, the implementation of the framework is expected to create 1.4 million new jobs, as I mentioned, and therefore would have significant impact. The second national policy that I'd like to talk about is the National Green Jobs Strategy. And this is a strategy that has been developed by the Ministry of Employment and Labor Relations to create decent jobs, green jobs through interministerial linkages. And the National Energy Transition Framework is a framework under the Ministry of Energy, or being spearheaded by the Ministry of Energy. And therefore, this National Green Job Strategy
therefore seeks to look at other opportunities that can be leveraged on in other ministries, for example, like the National Green Strategy in the Ministry of Energy and the National Green Economy initiatives being carried out by the Ministry of Environment, Science and Technology and other ministries, to pull them together to see how jobs can be created and fostered for the Ghanaian. And the focus here of the National Green Strategy is there's a lot of focus on inclusivity. And I'm happy that earlier on in the previous panel, the issue about intersectionality was spoken about, because when we are talking about the gender inclusion in the green space, in the green jobs, we are also careful to take into consideration the intersectionality aspect of it, because within the category of women, there are women that are empowered or more empowered by way of capacity or ability than others. And therefore, we need to look at that. And therefore, this National Green Job Strategy looks at inclusivity in its wholeness. And therefore, its strategy, the idea is that the government will create a lot of jobs using the Green Initiative. Now, let me also go straight to cite a few initiatives that have been ongoing. I will give you, Dr. Gordon, I will give you green, 1 minute more. 1 minute yes. more, and I will come back to you later, Okay. please. So, okay. So, thank you very much. So, the one that I would like to mention is a project called SANREF. SANREF is actually a global initiative led by the Agence Française de Développement, and it's in other countries as well. But in Ghana, the project is providing funding through financial institutions to fund green initiatives or green jobs, especially in the energy sector. And therefore, through the initiative, the banks have been trained to be able to look at gender assessment prior to giving funding to projects that have been sent to them for funding. That's one. And apart from that, they have been trained to be able to look at team compositions by way of the ones who submit the proposals for funding, to be able to look at whether they are responsive and they are transformative in ensuring gender aspects are taken on board. The last one that I'd like to talk about is a new initiative that is going to take place by the Ministry of Environment, Science, Technology, Innovation. And the ministry is seeking to establish a Center of Excellence for Circular Economy. And that Center of Excellence, the idea is in the end, it will benefit 6,000 beneficiaries directly. And that will include 2,000 small-scale entrepreneurs. That will include almost 50 to 60% of them are supposed to be women, and at least 50% youth. So these are some of the initiatives that are ongoing. And I'm ready to take on more questions to provide further information. Thank you for that attention. Thank you, Dr. Gordon. And we can see that as in the case of Senegal, 2 points to be you raise. One is the awareness of the policymakers about the importance to take into account the question of climate change and green jobs also. And the other point is the real political will and engagement of policymakers, since we have several strategies and initiatives implemented in Ghana. So I will come back to you later, and my question will be about the real results, of these policies, these strategy initiatives, and also the limitations and weaknesses we can see in the implementation process, and the lessons also to be learned, the takeaways from what has been done in Ghana. So later for this question. Thank you, Dr. Gordon. Madame Diouf, je vous avais déjà donné les questions suivantes, qui nous intéressaient par rapport à ce projet très important d'activité génératrice de revenus pour les femmes. Et voilà, il y a eu de l'évaluation d'impact. Qu'est-ce que vous avez parlé de 4 mesures d'accompagnement. 4 mesures d'accompagnement. Et est-ce que les 4 mesures d'accompagnement, vous les percevez comme très complémentaires? Si on doit prioriser ces mesures d'accompagnement pour identifier lesquelles sont tellement importantes et qu'on doit tirer des leçons de là. Je parlais tout à l'heure de la participation communautaire, par exemple. Alors, les résultats de l'évaluation nous enseignent quoi? Voilà.
Merci beaucoup, professeur. On a fait une première évaluation d'impact avec la phase pilote. Et je l'ai dit tantôt, les revenus des ménages sont plus élevés de 22% par rapport au groupe contrôle. Le groupe contrôle, tout au début du projet, c'est un groupe qui n'avait pas reçu de mesures d'accompagnement ni de subventions. Donc, on avait mis en place des groupes contrôle. Et là, quand on a adressé ces mesures par rapport au groupe, il y a eu une augmentation de revenus de 22%. L'autre, c'est par rapport à la consommation totale des ménages qui a augmenté de 6% pour ces ménages qui ont mis en œuvre le projet. Et la consommation alimentaire aussi a augmenté de 4 à 5%. Maintenant, l'autre impact, c'est par rapport à la crise Covid. On a vu que les ménages qui ont bénéficié de ce projet Yokomkom étaient beaucoup plus résilients à la crise de Covid-19. Par rapport aux mesures d'accompagnement, j'ai énoncé 4 mesures. La première mesure, c'est la communication sur le projet et la sensibilisation sur les aspirations et normes sociales. Parce que c'est des préalables. Avant le démarrage du projet, on a communiqué avec la communauté et par rapport à leur engagement, par rapport aussi aux aspirations et normes sociales qui freinent souvent le développement des femmes. Donc, on a démarré par cette première mesure, la communication sur le projet et sur la sensibilisation communautaire. La deuxième mesure, c'est la facilitation des groupes d'épargne. On organise les femmes par groupe de 25 pour mettre en place des AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit, et des ASEC en milieu urbain, parce que le projet touche le milieu rural et le milieu urbain. Maintenant, ces groupes de femmes s'organisent pour mettre en place un règlement intérieur. Et ils font des épargnes et puis des crédits aussi. Et j'ai dit tantôt que le montant d'épargne collectée était à 500 et quelques millions pour cette phase, deuxième phase de 45 000 ménages. La troisième mesure, c'est sur la formation en compétences de vie et micro-entrepreneuriat. Et on les forme pour élaborer, par exemple, un plan d'affaires. Toutes les femmes qui sont concernées, tous les membres du groupe sont formés sur les compétences de vie, je l'ai dit tantôt, la confiance en soi, parce que c'est des groupes très vulnérables. Il faut les former, les sensibiliser, leur donner du courage pour mener des activités génératrices de revenus. Donc, les mesures, c'est des préalables. Donc, ils ont reçu des formations sur les compétences de vie, je l'ai dit tantôt, et en micro-entrepreneuriat. Comment élaborer un plan d'affaires? Et ensuite, après toutes ces mesures, il y a la subvention qui arrive maintenant. C'est les 150 000 qu'on donne aux femmes. Parce qu'ils se sont organisés et pendant 6 mois, ils font des épargnes, crédits, etc. Et c'est après qu'ils déroulent presque, après avoir déroulé beaucoup d'activités, qu'on fait l'injection de cash, les 150 000. Donc, c'est pour dire que moi, je trouve que quand on a eu des feedbacks des bénéficiaires, ils nous ont dit que c'est l'élaboration de plans d'affaires qui est beaucoup plus intéressant pour eux et la formation en compétences de vie. Là aussi, vraiment, ils ont beaucoup apprécié. On a eu des retours, des indicateurs de suivi sont là que je pourrais partager avec vous. Merci. Merci, Madame Diouf. Je suppose que la présence de la maîtresse de cérémonie nous met une pression sur le temps que je vais vous répartir. Hein. Voilà, cette pression sur le temps, mais bien, nous sommes dans le temps, n'est-ce pas, mesdames et messieurs. Et c'est très important ce que Madame Diouf nous fait comprendre. C'est de mettre l'accent sur ce qu'elle appelle les compétences de vie. Parce que le cash tout seul ne pourrait pas suffire pour générer ou déclencher l'action et cette action efficace. Et à la CAPEC, nous avons fait une évaluation d'impact avec une étude expérimentale à Art City pour des jeunes vulnérables à qui on a fait du cash, en même temps du coaching, de la formation. Et on voit que l'association justement de la formation, du cash et de la formation et du coaching avec le cash donnait des résultats vraiment très bons, meilleurs.
Et ça, c'est extrêmement important et ça nous donne une leçon assez spécifique de voir comment les programmes et projets sont conduits pour atteindre les résultats. Donc, vous parlez de confiance en soi, née de cette formation à la compétence de vie. Merci. Merci, Madame Diouf. Monsieur Sarr, peut-être pour 2 minutes, parce qu'on va interagir aussi pour une autre question avec les participants qui nous suivent et qui ont besoin aussi de s'interroger. Donc, je reviens vers vous sur ce qui a été dit, mais en 2 minutes, quelles sont je dirais, les forces et faiblesses que vous avez pu identifier dans la mise en œuvre de ces projets-là pour qu'on puisse apprendre des forces, mais aussi comprendre quelles sont les faiblesses à éviter, quelles sont les limites à éviter dans tous ces projets qui sont développés en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de prise en compte des questions environnementales dans nos projets et programmes. Monsieur Sarr. Merci, professeur. Bon, tout d'abord, c'est la faiblesse, c'est vraiment l'absence des données. Parce que la question genre, c'est vraiment, on peut dire que c'est pas, on peut dire que c'est nouveau. Souvent, d'habitude, c'était pas intégré dans la politique de lutte contre les changements climatiques. Maintenant, c'est important de les intégrer. C'est pourquoi dans le cadre de tous nos projets, ce que nous faisons dans le cadre de l'élaboration du PNA, on fait tout nos possible pour vraiment travailler, intégrer la question genre sur la politique climatique. Raison pour laquelle, dans le cadre, comme je l'ai dit au début, dans le cadre du projet PNA, on a élaboré un plan d'action genre et climat pour vraiment analyser la prise en compte du genre dans le cadre de lutte contre les changements climatiques. Aussi, dans cette perspective, on a parallèlement financé des projets, vraiment 3 micro-projets pour vraiment appuyer les femmes dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur surtout les femmes qui travaillent au niveau du secteur de la pêche et de l'agriculture. Si je prends l'exemple de Djogé, aussi l'exemple de Guéréo, dans le cadre de notre projet gestion intégrée des zones côtières, on a financé les groupements de GIE des femmes au niveau de Djogé, Guéréo, au niveau de Somone, les appuyer en termes aussi de matériel, tout ce qui est difficultés, quelques limites dans la mise en œuvre qu'on pourrait corriger, ou bien que vous-même vous avez déjà corrigé et que vous voulez partager avec nous. En fait, la faiblesse, c'est vraiment la manque de compréhension des questions climat. Souvent, les femmes ne sont pas trop sensibilisées si l'impact du changement climatique et aussi ce que ça peut engendrer. Bon, les études ne sont pas trop nombreuses pour vraiment analyser la perception des femmes sur le changement climatique. Souvent, si je peux dire en termes de faiblesse, c'est vraiment le manque de sensibilisation ou bien le renforcement des capacités des femmes sur les questions climat. Souvent, ils ne sont pas trop ils ne sont pas vraiment sensibilisés sur les impacts que peut engendrer le changement climatique au niveau de leur système de production. D'accord. Merci, M. Sarr. Dr. Gordon, I was asking about the limitation, but firstly, the key success derived from implementation of what you have mentioned as initiative and strategies, and also the limitation, the drawbacks, you have observed, and the lessons to be learned. 3 points, maybe 2 minutes. Dr. Gordon? Thank you very much, Professor, for the questions. Yes, we can hear. Can you hear me? Go ahead, please. Good. So I was making the point that
Dr. Gordon, the connection is not good. You cannot hear you properly. So maybe just wait and I will come back to you later again because we are about to, close our panel. So I will give you, let us check again for the quality of the connection. I will come back to you. Je dirais, les questions techniques, on peut les régler pour qu'on puisse mieux l'entendre. Ça à son niveau. Okay, can you try again? I will check because we are saying that the issue is at your level. Can you try again? D'accord. Mesdames et messieurs, il nous reste à peu près 5-10 minutes maximum, pas plus de 10. OK. Dr. Gordon? Okay, we are taking some questions from participants, and okay, I will give you 1-2 minutes to reply to, some of them. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Donc, je prendrai 3 personnes maximum. So I we cannot hear you, so please wait. And I'm taking some questions from the participant, and I will maybe share these questions with you, and you will have time to respond. Merci, Monsieur le modérateur. Je suis Madame Mariam Koulibaly, spécialiste technique en égalité entre les sexes en appui technique donc à la coopération canadienne. Je voudrais féliciter les panélistes et soulever une difficulté majeure à M. Sarr. Avec l'érosion côtière, les femmes transformatrices de produits halieutiques dont les sites font face à la mer, risquent de voir leur site englouti. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau du ministère de l'Environnement à cette difficulté, pour solutionner cette difficulté, parce qu'elles ne peuvent pas arrêter la mer avec leurs bras. Pour Madame Diouf, que je félicite également, l'intitulé de votre projet, Yoko Kom, ça signifie au moins qu'il y a quelque chose qu'on augmente. Il y a déjà du com qu'on augmente. Mais pour les femmes qui n'ont absolument rien, qu'est-ce qui est prévu? Et à quand le passage à l'échelle, puisque le projet a duré déjà 2 ans? Je vous remercie. Merci, madame. Deuxième personne, il y a une dame et puis il y a une main derrière au fond. Bon, pour prendre cette rangée également, je prendrai finalement 2 ici aussi. Allez-y là-bas, ensuite tout à fait au fond. Si vous êtes précis, concis, ça nous aiderait. Bonjour tout le monde et je remercie les panélistes par rapport aux brèves présentations qui ont été effectuées avec clarté. Je me présente, je m'appelle Falfatou Diop, conseillère en finances inclusives au niveau du développement international des jardins, qui est une structure canadienne qui intervient en finances inclusives, qui a son siège au Canada, mais qui a un bureau régional qui couvre l'Afrique de l'Ouest, qui est basé à Dakar, ici. Donc, je vous remercie et j'aimerais poser une question à Madame Diouf pour savoir par rapport à la pérennité de ces AVEC que vous avez pu créer. Qu'est-ce que vous pensez de la pérennité de ces des activités des AVEC après la fin du projet? Et j'avais une autre question aussi. Pourquoi vous n'avez pas procédé à une mise en relation des cibles du projet avec les institutions de microfinance existantes au niveau de la zone de couverture du projet? Merci. Merci, madame. On viendra vers vous. On prendra les 2 d'ici et on termine par la 5e personne là-bas. Safa. Yeah, thank you very much. My name is Sir Abraham Grassise from ICRI. I very much appreciate this subject on green jobs. It's a question, but also seeing how we can operationalize green jobs in practice. Agroecological practice. How many of our women in agriculture are trained in that so that they have the skills in a climate crisis that we face, such that they can farm in what we call a climate agricultural farming or smart
agricultural farming in climate resilience approach. We have in Africa, and particularly in West Africa, a center that is called Center Songhai. How is it that Center Songhai could be a center of excellence, and then the Zero Research Emission Initiative, where nothing gets wasted in a farmland, such that our women in Africa, our youth in Africa, and our young people in Africa could be directed to that center and build their capacity. That's also what I want to ask the panel in terms of operationalizing green jobs. How do we enhance centers that are existing already such that our young women are having the capacity that is needed to push the green job agenda forward? Thank you. Ok, très bien. Pour juste les questions de comment on prend en compte les capacités des femmes, des jeunes, pour justement la question des emplois verts, de l'agriculture intelligente et résiliente en Afrique de l'Ouest avec tout ce qui existe déjà. Madame, allez-y. Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa Diop Silla, je suis environnementaliste à la direction des financements verts et des partenariats au niveau du ministère en charge de l'environnement. Si vous me permettez juste apporter quelques contributions. Oui, mais comme on n'a pas assez de temps, si vous pouvez être assez concise, normalement c'est 1 minute, 1 minute et demie. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Donc, dire que le Sénégal s'est doté depuis 2015 de sa stratégie nationale sur les emplois verts. Et cette stratégie-là, elle a été primée en fin 2018 à Budapest parce que le Sénégal a pris le temps d'aller sur le terrain et d'essayer cette stratégie-là. Donc, la première fois, c'était avec le programme pilote sur les emplois verts. Et sur ce programme-là, 40 micro-projets ont été financés. Et sur ces 40 micro-projets-là, les 70% de ces projets-là étaient destinés aux femmes. Ensuite, le Sénégal est passé à l'échelle avec le programme d'appui à la création aux emplois verts, qui est le PACEV. Ce programme aussi a visé presque 10 000 emplois directs. Donc, les emplois verts, pour dire que c'est un peu le quotidien de la direction des financements verts et des partenariats. Donc, cette mise à l'échelle-là nous a permis un peu d'avoir, comment dire, l'intégration du genre dans les projets de politique au niveau du ministère de l'Environnement. Merci. Merci, vous avez été plus qu'efficace. Nous avons une dernière personne, tout à fait dans le fond. Madame, j'avais dit que j'arrêtais ma liste. Vous voyez, non. Voilà, c'est vrai, les femmes sont à l'honneur, mais comme nous avons la contrainte de temps, vous pourrez interagir avec les panélistes. Bonjour tout le monde, merci pour les présentations. Je m'appelle Ian Hopwood, je suis dans le conseil d'administration de CRES, mais aussi je suis ici pour l'Association sénégalaise d'évaluation. Je voudrais axer ma question sur cette question d'apprentissage, n'est-ce pas? Madame Diouf, vous avez expliqué un projet qui a été évalué, qui a donné, n'est-ce pas, un certain nombre de résultats satisfaisants. Donc, quelles sont les barrières maintenant pour passer à l'échelle? C'est déjà évoqué. Et aussi, qu'est-ce que vous avez appris sur des pièges à éviter, à ce qu'il ne faut pas faire? Vous avez trouvé des choses, ce qu'il faut faire, mais il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense, sur les questions générales, je pense pour notre colloque aujourd'hui et demain, la question, n'est-ce pas, c'est comment est-ce que nous pouvons accélérer l'apprentissage? Il y a de multiplicités des projets, dont on vient de citer un certain nombre maintenant. Est-ce que nous sommes satisfaits de la méthode de les documenter, de les évaluer, de partager? Il y a vraiment un défi pour accélérer l'apprentissage vu la crise que nous avons à affronter. Merci. Merci. Professeur, nous allons essayer de répondre en 10 minutes aux questions, s'il vous plaît. 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Parce que moi, je pensais à 5. Voilà, très bien. OK, super. Vous êtes efficace. Voilà. Le chrono est lancé. 5 minutes. Très bien. Madame Diouf, en même temps, les conclusions, les questions qui vous sont adressées, mais il faut les synthétiser en 1 minute ou 2 maximum, de nous dire en termes de leçons apprises, voilà, en termes d'appui, de la durabilité. Bon, je retiens ces deux-là, la durabilité et les leçons apprises. Voilà, allez-y. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup à tous ces intervenants pour l'intérêt qu'ils ont porté au projet Yokomkom. Tout au début, je disais qu'on a fait un pilote pour 15 000 ménages. C'est après une évaluation d'impact qu'on est passé à l'échelle à 45 000. Actuellement, on va passer en 2024 pour 40 000 ménages.
C'est pour répondre aux questions sur la mise à l'échelle. Donc, pour la pérennité des AVEC, dans la phase pilote, les 15 000 ménages, après le retrait de la Banque mondiale, parce que c'est la Banque mondiale qui accompagne la délégation pour mettre en œuvre le projet Yokomkom à travers des fonds additionnels, etc. Maintenant, pour la région de Dakar, quand le projet s'est retiré, à travers la formation par les pairs, ils ont été capacités, les groupements ont été capacités, et après le retrait, les bénéficiaires ont trouvé l'intérêt de continuer leur AGR parce qu'ils vivent de ces activités génératrices de revenus. Donc, c'est pour dire que pour la pérennité, on a eu l'expérience avec Dakar, Thiès et Saint-Louis. Les femmes continuent tranquillement leur activité génératrice de revenus parce qu'ils trouvent leur compte, elles ont été capacitées pour mener des AGR. Ça, c'est vraiment une leçon, un résultat vraiment intéressant par rapport au retrait du partenaire. Pour le financement inclusif aussi, là, je pense que nous avons laissé les groupes autonomes. Il n'y a pas eu d'influence. Elles mènent les activités, elles font leur épargne-crédit. Et là, nous, dans la perspective, on pense plus à la digitalisation. Parce qu'il faut dire que aussi, c'est les taux d'intérêt qui ont poussé les femmes à rejoindre les AVEC. Ça, il faut le dire. C'est à travers leur feedback. Donc, ils préfèrent continuer tranquillement avec leurs petits montants pour éviter quand même les taux d'intérêt qui sont par les structures de microfinance. Toujours par rapport à la mise en relation, bon, 30 secondes. Les barrières, Yann, pour répondre à Yann, ce qu'il ne faut pas faire, nous, dans chaque mesure d'accompagnement, il y a des bonnes pratiques et des défis. Là, vraiment, on est en train de capitaliser. On a fait une première capitalisation pour cette phase. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut partager sur les bonnes pratiques. Si le temps, bon, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour partager toutes les bonnes pratiques et les défis à relever dans le cadre de ce projet. Donc, pour chaque mesure d'accompagnement, on a identifié quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les défis, les pistes de réflexion pour la mesure 1, 2, 3, 4 et les recommandations même pour le projet. Donc, c'est pour dire que vraiment, on a appris beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est la capacitation des femmes pour mener des activités génératrices de revenus. Ça donne des résultats. Les compétences de vie, la confiance en soi, l'estime de soi, le leadership, le rayonnement social, tout ça, elles ont été formées pour mener tranquillement et comment élaborer un plan d'affaires aussi. C'est vrai que nous, on les a formés sur comment relever certains défis. Parce qu'il y a un coaching qui se fait, un coaching individuel et un coaching de groupe par l'accompagnateur qui suit ces groupes. Parce que chaque accompagnateur a au moins 5 groupes à suivre. Et là, il y a le coaching, par exemple, je donne juste un exemple. Si le mari refuse, par exemple, de laisser sa femme mener des AGR, il y a un coaching qui se fait avec la communauté, soit avec le délégué de quartier ou bien avec l'imam, pour rencontrer, pour convaincre le mari à laisser sa femme mener ses activités génératrices de revenus. Merci. Merci. Merci, Madame Diouf. C'est vraiment très intéressant comme leçon apprise et en termes de justement capitalisation de ces leçons, échange sur ces leçons. Il faut voir davantage comment nous consignons toutes ces leçons apprises et tous les défis mentionnés dans des documents à partager. C'est extrêmement important à diffuser et voilà, compiler tout cela, ce serait bon pour nous tous. Monsieur Sarr, on termine, hein, il y a eu différentes initiatives. Et cette dernière question qui a été posée par le professeur, c'est de dire justement qu'est-ce qui devrait être évité pour réussir ces projets et programmes selon vous. Okay. Merci, professeur. Pour la première question de madame concernant les régions côtières. Il y a eu justement la question sur les régions côtières. Oui, les régions côtières. Oui. Voilà, 1 minute et demie. OK. La question des régions côtières, l'impact des régions côtières est quoi? C'est quoi la direction de l'environnement est en train de faire vraiment pour lutter contre les régions côtières? Bon,
en grosso modo, bon, au niveau de la direction de l'environnement, il y a une division gestion du littoral avec un groupe d'experts qui travaillent vraiment sur ça, sur la gestion du littoral. Récemment, avec l'appui de l'Union européenne, on a bénéficié d'un projet intitulé Changement climatique et gestion intégrée des zones côtières. Dans le cadre de ce projet, nous avons élaboré le PNA zone côtière, le plan national d'adaptation zone côtière, avec différentes options d'adaptation pour vraiment lutter contre l'impact des zones côtières au niveau des côtes sénégalaises. Comme je l'ai dit au niveau de durant ma communication, dans le cadre de ce projet, nous avons aussi appuyé certaines communautés qui se trouvent au niveau du littoral, des femmes, des groupements de femmes, des EI de femmes, vraiment pour les appuyer sur la gestion de l'érosion côtière, comment ils peuvent lutter contre l'érosion côtière et de les appuyer pour l'amélioration de leurs revenus. Vraiment, on est au niveau de la division, il y a une division gestion du littoral qui travaille seulement sur ça, sur l'impact du changement climatique, sur la gestion du littoral. Merci beaucoup. Il y a une question aussi sur le centre Songhai. Moi, je peux parler aussi. Moi, je suis un produit du centre Songhai parce que dans le cadre de ma formation de ma soeur, j'ai eu à faire un stage là-bas, un stage de 1 mois pour apprendre les techniques de l'agriculture intéressantes face au climat, aussi les techniques de l'agroécologie. Vraiment, c'est une bonne question. Et comment vraiment appuyer les femmes à être là-bas, faire des stages de recherche sur tout ça. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça demande beaucoup de moyens. Le centre, c'est au Bénin, vraiment. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un centre d'excellence en termes d'AIC et tout ce qui est agroécologie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Dr. Gordon, can you speak now? Is it okay with you about your connection? But because I would like to give you the floor. Yes, can you hear me? Okay, I think it's better. So because we are at the end, so for 1-2 minutes, if you want to summarize about the different questions that have been raised here, please go ahead. Yeah. Okay, thank you very much. I partially had one question that was asked in English to the gentleman from ICRI, and I was going to say that one way in which we can take advantage of the facilities and the resources at the Songhai Center is to kind of reach out, to partner with certain organizations who can do trainers in certain countries or regions so that they can onward transmit the knowledge or share the knowledge to the beneficiaries on the ground and concerned. Now, I wanted to go back a little bit earlier on where I was making a point about some of the challenges that I have seen in the sector. And you have only 2 minutes, please, Dr. Gordon. Yes, absolutely. I'll stick to the 2 minutes. Thank you very much. I wanted to talk about the aspect of data availability. We always say with the source data, we have the data, but we are not storing the data properly. We don't have the historical component of the data when we're looking for it. We collect the data now, and then in a few years down the line, when we're looking for it, we don't have the data. So data management is a very critical component of all that we are doing that we need to take care of. Another thing that I think that we need to look at also is thinking beyond piloting scale or project scale to scaling up to become a wider uptake of the solutions or the businesses. And therefore, we need to look at policies that mainstream these pilots into mainstream, and then also developing business models that the private sector can take them and run with. Once people are making money, profiting from it, we are going to move forward with it. So this is a little bit that I want to add. Thank you very much for the time. Thank you, Mr. Gordon. Dr. Gordon. OK, chers participants, nous sommes à la fin de notre panel. Je pense que nous avons quand même tenu dans le temps imparti d'1 heure. Alors, quelques points, quelques takeaways, et moi, je me donnerai 1 minute. Je voudrais ne pas dépasser. Premièrement, l'importance de la sensibilisation et du coaching pour le succès des projets et programmes. La participation communautaire. L'effet de groupe. On voit bien que quand on a un groupe, il y a une pression de groupe qui peut engendrer des succès. La question des capacités des personnes, donc, et de la prise en compte des centres qui offrent justement ces renforcements de capacités dont on parlait. Des thématiques spécifiques nécessaires pour l'autonomisation des femmes, tels que les plans d'affaires. Donc, il faut identifier leurs besoins et les former dans ces besoins. On note
la réelle volonté politique dans les différents pays, étant donné qu'il y a des initiatives, des projets et programmes. On note la participation des partenaires techniques et financiers qui accompagnent ces projets et programmes. On note qu'il y a des ressources qui existent, notamment pour le renforcement des capacités. Et quelques points nécessaires d'apprendre et de documenter sur les leçons apprises, sur les échecs, sur les succès. Et j'invite certainement tous les centres de recherche impliqués dans, je dirais, ce colloque, ces échanges-là, pour voir comment sortir un document de compilation des succès et des échecs tirés de nos différents projets et programmes, puisqu'on aura plusieurs projets, plusieurs cas qui seront présentés. Mesdames et messieurs, je voudrais bien ovationner les panélistes et vous ovationnez vous-même pour ce temps que nous avons pu accorder pour ces échanges. Merci. Les ovations sont timides et on n'a pas bien fait apparemment. C'est ce que j'allais dire même.